Janine, merci de nous recevoir. J'aimerais déjà que tu puisses te présenter. Oui, écoute, moi, j'ai plusieurs dimensions. Alors d'abord, je suis donc d'origine arménienne, c'est-à-dire que mes deux parents étaient arméniens. Je suis née néanmoins à Paris en 1934. J'ai beaucoup investi l'école française républicaine qui malheureusement est en voie de disparition en ce moment. Et cette école était un contrepoint, un lieu de sauvegarde pour moi par rapport à ce que je vivais dans ma famille, puisque c'était des survivants et que, j'en parlerai peut-être par la suite, l'atmosphère était très accablante pour une enfant. Alors après, j'ai fait des études d'allemand. Je suis devenue germaniste, prof d'allemand. Et comme j'ai été amenée à faire un travail analytique, à faire une cure, étant germaniste, j'ai lu beaucoup Freud, évidemment dans sa langue originelle. Et puis le hasard des choses a fait que j'ai été cooptée par Jean Laplanche et son équipe pour être co-traductrice des œuvres de Freud, donc j'ai un peu ça dans mes activités. Par ailleurs, ayant fait un travail analytique, et j'ai réfléchi évidemment à mon ascendance, et j'ai écrit un grand nombre de livres, enfin un grand nombre, 5 ou 6 je crois, sur ce qui se transmet aux enfants de survivants de crimes de masse. Voilà. Mes deux dimensions sociales, si tu veux. Alors c'est pour ça que je viens te voir, à la fois comme la fille d'un père qui a survécu au génocide arménien de 1915. Oui. Donc c'est à la fois dans ta place de fille, et puis dans cette réflexion que tu as pu mener dans un second temps, et particulièrement quand tu as pu rencontrer le journal de ton père. Si tu peux en parler un petit peu. Oui, alors voilà, c'est-à-dire que dans cette atmosphère que je vivais à la maison, on sentait que ça n'avait rien à voir avec ce que je vivais à l'école, que je venais d'un autre endroit. Les parents étaient corrects, chaleureux, ils s'occupaient de nourrir, vêtir l'enfant, mais j'ai dû sentir quelque chose que je peux difficilement décrire, qu'il venait d'un endroit où on était condamné à mort. Je le sentais quelque part, je ne l'aurais pas dit comme ça, parce que quand on est enfant, on ne peut pas verbaliser les choses, mais un endroit effrayant. Et cet endroit, évidemment, ne se voyait pas. Il se trouvait dans l'atmosphère, j'allais dire. Mais j'avais donc pour me sauver l'éclaircie de l'école. Et quand j'ai fait un travail analytique, pour des raisons, disons, personnelles, mais enfin, les raisons personnelles sont en rapport avec l'histoire transgénérationnelle, je savais que vaguement, très vaguement, je savais vaguement que mon père avait écrit donc quelque chose sur ce qu'il avait vécu. Je le savais très vaguement. Mon père était mort en 1970, et c'est donc en 1978, quand, à l'occasion d'une conversation sans doute avec ma mère, et qu'elle m'a rappelé ce fait, elle me l'a rappelé d'ailleurs avec une sorte de scepticisme dans son... Pourquoi il a écrit, ça sert à rien, de toute façon on a tout perdu, puis de toute façon l'écriture ne protège pas des crimes. Mais enfin, moi j'ai voulu voir cette affaire. Alors elle m'a apporté, sans doute enveloppé dans une sorte de papier journal, quelque chose qui était un petit cahier, qu'on voit d'ailleurs quand on consulte mon site, un petit cahier, comme ça, un petit cahier d'écolier. Et alors, quand je l'ai ouvert,
j'ai effectivement vu un alphabet arménien, mais comme mes parents étaient turcophones, j'apprendrai par la suite, parce que sur le moment je ne le savais pas, que en fait c'était du turc écrit en alphabet arménien. C'est évidemment le traducteur de ce manuscrit qui me l'a dit par la suite. Alors quand j'ai eu ça en main, je crois que j'ai été effrayée. J'ai été effrayée parce que j'ai senti qu'il fallait que je fasse quelque chose de ça. Et quand la personne qui est l'auteur de cet objet n'est pas là, il y a quelque chose d'effrayant. J'ai du mal à expliquer ça. C'est-à-dire, c'est effrayant parce que la personne n'est pas là, mais elle est là quand même, puisqu'elle a laissé ça. Donc c'est comme si elle vivait sous forme d'un fantôme et qu'elle te sollicite. Il faut que tu fasses quelque chose avec ça. Bon, alors je ne sais pas comment les choses se sont produites par la suite, mais je sais qu'au départ, j'ai été effrayée. Et comme avec le travail analytique que j'avais fait, j'ai commencé à me demander quelle était mon histoire, d'où je venais, pourquoi il y avait cette atmosphère à la maison. J'avais lu, parce que je suivais un séminaire d'une historienne qui s'appelait Naïd Termination, elle est décédée maintenant. Donc au cours de ce séminaire, on avait beaucoup parlé de la parution d'un livre qui parlait pour la première fois du génocide arménien. Le génocide arménien, le livre s'appelait, donc c'était un livre de Jean-Marie Carzou, Arménie 1915, un génocide exemplaire. Alors quand j'ai lu ce livre, j'ai enfin compris que c'était ça dont je vivais les effets ou les conséquences dans ma famille. Sinon, je ne le savais pas parce que mes parents ne me parlaient pas. C'était des sous-entendus, c'était de... Bon, puis sans doute que, comme tout enfant, ce qui m'intéressait, c'était ma propre vie d'enfant, ou mes copains, enfin mes copines, à l'époque, l'école n'était pas mixte. Enfin, puis par la suite, quand je suis devenue lycéenne, ce qui m'intéressait, c'est comment je vais m'en sortir, où est-ce que je vais pouvoir m'inscrire, moi qui n'avais pas des parents qui pouvaient me soutenir sur le plan institutionnel. Donc ce livre m'a fait une grande impression. Du coup, j'ai eu envie d'écrire quelque chose sur ce livre, ou sur en quoi ce livre correspondait à ce que je vivais à la maison. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu écrire mon premier texte qui est paru au Temps moderne. Et si je mentionne ça, c'est parce que ce sont les Temps modernes qui, une fois que j'ai écrit, qui accepté le premier texte, et d'autres que j'avais envoyés, ce sont les Temps modernes qui ont publié le journal de déportation de mon père, que j'avais pu faire traduire par quelqu'un de culture arménienne, un Arménien du Liban, très cultivé, qui s'appelle Krikor Beledian, et qui m'avait appris que c'était donc une langue turque, mais écrit en alphabet arménien. Et quand je l'ai lu, quand j'ai lu ce texte, donc disons que j'ai eu le cahier en main 1978, je pense que j'ai fait traduire, je pense que j'ai dû le lire un an après, parce que ça dure un certain temps, traduire un texte comme ça. Alors là, c'était un écroulement, parce que je ne rêvais pas. J'avais donc vécu quelque chose à la maison, je ne rêvais pas. J'ai lu ce que ce père avait donc traversé, parce qu'à la maison, comme je vous le disais, il n'en parlait pas, on ne parlait pas de ça. On ne parlait pas de ça d'ailleurs, pas sous une forme de volontaire, parce que comme mes parents étaient turcophones et qu'avec moi ils ne parlaient qu'arménien,
j'étais censée ne pas comprendre le turc, mais en fait, je ne sais pas pourquoi j'ai dû le comprendre. Et je voyais bien que quand ils étaient entre des amis qui avaient eu le même destin, ils parlaient de ces événements, ils en parlaient. À moi, on parlait de rien, mais ils en parlaient. C'est-à-dire que c'était pas tabou, c'était pas l'omerta. Ils en parlaient à d'autres gens comme eux. Bien. Alors, donc, voyant tout ce que... J'étais la fille de cet homme. Un homme que j'ai pas connu comme ça. Hein. Mon père était un personnage très prestigieux. Pas macho, parce que plutôt retiré, mais très présent à la maison. Il ne parlait pas beaucoup à moi ni à son fils. J'ai eu un frère né 10 ans après, 10 ans après moi. Il était très présent à la maison. Il avait un métier d'abord, il était tailleur, ensuite il est devenu commerçant, sous l'instigation de ma mère qui trouvait que tailleur on ne gagnait pas suffisamment d'argent. Et puis, donc il n'y avait rien à voir, cet homme n'avait rien à voir avec ce que je lisais. Et le traducteur m'avait expliqué que ce qu'il écrivait concernait donc lui quand il était jeune, c'est-à-dire 14 ans. Il avait été pris par les déportations à l'âge de 14 ans. Et d'après le traducteur, il avait écrit ce texte à son arrivée en France. Alors c'est là que je vois le rapprochement avec l'histoire de Reza que tu m'as racontée. C'est-à-dire qu'il a écrit cette histoire, arrivé en France, à l'abri, donc à l'époque il était à l'abri, c'est-à-dire que, enfin il n'avait pas de carte de travail, parce que j'ai toujours entendu parler de carte de travail dans ma famille. Mais enfin il se sentait à l'abri, en sécurité, et le traducteur dit qu'il a dû l'écrire à un moment où, comme il logeait ses deux frères aînés qui étaient venus en France avant le génocide, parce qu'il sentait sans doute que les événements allaient être violents. Donc il logeait chez ses deux frères aînés, et comme ses frères aînés ont été se marier à Paris, puisque l'église arménienne, il n'y en avait pas à l'époque à Lyon, donc le traducteur pense qu'il a dû écrire ça quand il avait donc 19 ans, en 1920 à peu près, l'été, pendant qu'il était tranquille et que les frères n'étaient pas là. Bon, alors ça c'est l'histoire du texte, ou l'histoire du texte de mon père que j'ai découvert donc en 1979. Et donc son histoire s'est poursuivie parce que quand il y a eu une prise d'otage au consulat de Turquie en septembre 82, non, en septembre 81, et que je voyais ce qu'il y avait dans ce texte, à présent traduit, je me suis dit, mais voilà, il faut le publier. Là encore, j'ai eu beaucoup d'angoisse, de peur, etc. Finalement, je me suis décidée à l'envoyer au Temps moderne, qui l'ont accepté. Alors, pour la première fois, il a accédé à une sorte de visibilité, parce que ce qui était très source de frayeur pour moi, c'est que cet objet existait, mais c'était un objet qui n'existait pas dans le monde. Il n'était pas présentable, puisque pour qu'il existe dans le monde, il faut que le monde parle déjà de son histoire. Donc ce monde a commencé à parler de son histoire pour la première fois. Quand je dis ce monde, c'est-à-dire le monde français dans lequel je vivais. Donc ce monde a commencé à parler de son histoire en 1975 à l'apparition du livre de Karzou. Et après, en 1981, quand il y a eu donc des terroristes qui constituaient ce qu'on appelle l'opération Van, à ce moment-là, on a parlé des Arméniens
qu'est-ce que c'est que ces gens, alors qu'ils ont l'air pacifiques, ils n'ont rien fait en France, tout va bien, ils sont apparemment de bons Français assimilés. Et donc, ça m'a permis, je le dis toujours quand je suis avec des analystes, je n'ai pu faire parler ce texte dans le monde, c'est-à-dire le publier, que parce qu'il y a eu cet acte de violence. Bon, alors, ça c'est la première histoire de mon texte. Maintenant, il y a eu d'autres, j'ai parlé de ce texte dans tous mes livres, évidemment. Et puis récemment, comme tu le sais, j'en ai fait don, c'est très récent, c'est-à-dire le 30 septembre, j'en ai fait don à la Bibliothèque nationale de France, où il y a eu un événement avec des gens qui ont parlé. Donc il est devenu enfin complètement existant. Grâce, dans un premier temps, au Temps moderne, donc une institution éditoriale connue à l'époque, puisque c'était Simone de Beauvoir qui avait accepté mon premier texte et le quatrième qui était le journal de déportation. Mais il a vraiment eu un statut d'existant en France depuis le 30 septembre où il va y avoir une numérisation du texte. Voilà. C'est en gros tout ce que je peux dire. Alors, moi, tu as raison de souligner quelques analogies avec oui. Parce que d'abord, le récit de Reza a été recueilli par des Français, des Françaises, qui ont porté quelque chose, l'ont encouragé, comme pour qu'ils disent quelque chose au monde de ce qui se passait en Afghanistan, et particulièrement concernant les Hazaras, qui étaient aussi une minorité plus que persécutée, ou voire, pour certains, on n'hésite pas à utiliser le mot génocide. Donc il y a cette dimension-là, c'est une résonance. Hein, voilà. Tout à fait, oui, c'est-à-dire que ces personnes... Janine, avant de continuer, est-ce que tu peux juste remettre ton collier un tout petit peu plus, voilà, parce qu'il s'est pris dans le micro, le collier. Est-ce que tu veux que je me lève ou... Non. Voilà. Comme ça ? Ah oui, mais tu peux les laisser sortir, hein. Comme ça ce sera raccord avec... Ça va comme ça ? Attends, fais voir. Je vois pas. Enlève ta main pour voir. Attends. Ah oui, non, c'est parce qu'il faudra... Ah oui, attends, je vais le voilà. Je vais le refixer. Parce que là, ça serait intéressant, parce qu'en fait, Reza, il ne soupçonne pas, je pense encore, la dimension que toi, maintenant, dans l'après-coup, tu peux évidemment voir. Hein. Donc, il dit, mon fils le lira, il connaîtra pourquoi ce qui m'est arrivé. Oui. Alors, c'est intéressant parce qu'il a une idée d'abord de justificatif, comme un mot d'excuse. Hein. Voilà, j'ai pas pu m'occuper de toi, mais regarde, mais c'est évidemment que ça va plus loin que ça. Oui. Et c'est ça qui... il n'en a peut-être pas conscience, mais je me dis, cet enfant ou ce jeune homme qui aura ce livre... Il a encore... Voilà, on fait peut-être juste ça et peut-être se projeter dans ce jeune homme qui, à un moment donné, va avoir un bout de son histoire quand même. Oui, absolument. Parce qu'il a quitté l'Afghanistan bébé, hein, le jeune homme. Donc, finalement, l'histoire de l'Afghanistan et de l'Azara, il ne l'a pas vraiment. Hein. Oui, alors donc ça, c'est une analogie. Voilà, c'est ça. Peut-être ça que j'avais un peu envie, comme ça, on peut essayer de voir ensemble. C'est analogie, oui. Oui. Parce qu'en fait, j'avais envie de te poser, alors tu l'as pas lu le livre, mais finalement, un jeune homme de 25 ans, 26, qui écrit son récit, porté, quand même porté par finalement, peut-être pas une reconnaissance de la nation française, on est loin de ça pour les migrants, mais par un groupe quand même, qui lui prête la plume. Hein, voilà. Et c'est déjà quelque chose que je vois un peu en résonance avec ce que tu décris bien. Qui lui a permis, je pense, qu'il a autorisé. Oui, absolument. Après, qu'est-ce que ce jeune homme, qu'est-ce qu'il a voulu, pour lui, il dit, j'ai voulu transmettre et raconter quand même ce qu'on a vécu comme exilé. Donc, il est très coupé, hein, il ne parle pas vraiment de ses origines, il dit aussi l'Azara. Il dit, voilà ce que vivent tous les migrants sur leur traversée. Donc, il s'associe à tous les migrants. Son entité, est les migrants qui traversent. Quoi, oui, évidemment. C'est un peu différent aussi. Oui. Bon, alors, il faut que tu dises ça pour le... Non, alors je vais dire dans mon... là, c'est bon, tout a été enregistré. Ça y est, alors vas-y, tu peux y aller. Oui, alors, il y a plusieurs analogies. C'est-à-dire que moi, en fait, j'occupe la place du petit garçon qui a actuellement 11 ans, c'est ça ? 13 ans. Qui a actuellement 13 ans. C'est-à-dire que ce petit garçon, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Et moi, d'une certaine façon, jusqu'à ce que je fasse un travail, jusqu'à finalement la lecture du livre de Karzou, je sais qu'il se passe quelque chose,
mais je ne peux pas le nommer. En tout cas, c'est quelque chose de désagréable. Bien. Alors, l'autre similitude, c'est qu'en fait, tout ce qui est écrit dans le journal de mon père correspond à ce que Reza a vécu de persécution, de torture, d'emprisonnement, mais aussi tout son trajet pour venir fait partie de ces tribulations. C'est-à-dire que quand il débarque en France, c'est comme à l'époque où mon père, dans son journal, on a fait des passeports à Constantinople, on a pris le bateau et on est arrivé à Marseille. C'est-à-dire qu'il arrive à Marseille et à ce moment-là, il est délivré. Donc si je comprends bien, Reza, après des tribulations dans son pays, des persécutions dans son pays, mais aussi pendant le trajet, c'est comme si il traverse une période de génocide et il arrive en France. Bon, alors l'autre similitude, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire qu'en France, c'est pas l'école qui l'a accueilli comme ça a été pour moi, mais de toute façon l'école m'a accueilli, mais de façon anonyme. À l'école, personne, on ne savait pas, moi je disais pas que j'étais arménienne, je le cachais pas, mais puisqu'on me le demandait pas, je le disais pas. Et j'ai jamais vécu, soit dit en passant, de xénophobie, sans doute parce que j'habitais au centre de Paris, exactement dans le quartier du Sentier, où il n'y avait pas d'autres Arméniens, mais il est possible que si j'avais habité à Issy-les-Moulineaux, à Alfortville, j'aurais peut-être connu de xénophobie. Hein, bon. Mais donc, l'école m'a accueillie, mais elle ne m'a pas accueillie parce que j'étais arménienne. Tandis que dans l'accueil de Reza... Et de son fils maintenant qui va à l'école. Ah oui, son fils à l'école. Oui, mais alors là, je dois dire que je suis tellement désespérée par la détérioration de l'école que quand j'ai lu que son fils allait à l'école, alors peut-être qu'à l'endroit où il vit, puisque tu m'as dit qu'il vivait dans les Yvelines, il est possible que l'école soit restée relativement proche de ce qu'elle était à mon époque. Si c'est le cas, il va donc y avoir son éveil à la culture occidentale et française. Mais si c'est pas le cas, je suis très pessimiste pour les migrants actuels. Pour pouvoir, parce qu'il parle quasiment 6-7 langues. Ah oui. Et donc il a eu une inscription à la faculté et il a un diplôme français de médiateur, à la fois interprète et culturel, pour un jour, c'est pas il ne peut pas le faire, il ne souhaite pas le faire, mais pour un jour pouvoir travailler. Mais je veux juste dire qu'il est parti quand même à la faculté, Reza. Oui, mais c'est intéressant parce que je suis entre guillemets à la place du fils, mais en fait je suis aussi à sa place à lui. Exactement. Oui. Mais c'est sans doute parce que il n'a pas fait du fait des misères administratives qu'il a connues en France, il n'a pas fait un transfert négatif sur la France. Parce que la France, elle est comme tous les pays. Actuellement, il y a beaucoup d'institutions qui ne marchent plus, mais il y a quand même des endroits où il y a de bonnes choses. Donc, pouvant sauvegarder l'espace du transfert positif, là, il peut s'inscrire, oui, évidemment. Parce qu'il signale bien que les autres pays, Suède, Danemark, parce qu'il est passé dans beaucoup de pays pour tenter de faire une demande d'asile, il a été refoulé. Ah et c'est finalement en France qu'il a eu il est passé par d'autres pays européens. Et d'ailleurs, dans le film... Et il explique pourquoi c'est en France que ça marchait quand même. C'était le dernier endroit. Beaucoup les Afghans vont beaucoup dans le nord, Danemark, Suède. Et quand il a eu la majorité, il a été bien accueilli, il a appris les langues. Et quand il a eu la majorité, on l'a refoulé. Oui, enfin, il a un père résistant. Voilà, on va dire que le jeune... Voilà, mais c'est pour dire qu'il y a un père résistant et un homme obstiné à rester père, parce qu'on voit dans le film qu'il y a quelque chose qui va le tenir. Mais ça va ensemble, sans doute. Ça va ensemble.
Ah oui. Et comme tu m'as dit qu'il avait été élevé par un père sévère, on pourrait dire de façon schématique qu'il a un surmoi qui fonctionne bien. Qui le rappelle à son devoir de père, il le dit revient souvent. Oui. Autre chose qui m'a beaucoup résonné avec tes écrits, c'est qu'il a tenu à m'amener, à nous amener et à amener son fils quand il est arrivé. On a des images, hein, dans un château, Breteuil, château du pur XVIIe siècle, où on y lit les contes de Perrault. Oh ben en effet. Voilà. Oh ben en effet, parce que moi l'école c'était les contes, tout ça, les jolies choses de la culture, La Fontaine, Blanche-Neige et tout ce que tu veux. Et il a amené son fils là, et c'était le premier endroit où il voulait que son fils rencontre la culture. Et il a fait référence aussi aux destructions dans son propre pays, les Bouddhas, enfin voilà, tout un certain nombre de choses, et de cette culture intacte, en tout cas une partie du patrimoine culturel français non détruit. Donc oui. je sais que c'est beaucoup de choses que tu as beaucoup Oui, écrites. oui. Mais ce que tu as compris en parlant avec lui, qu'est-ce qui, dans son histoire individuelle avant l'entrée des persécutions, a sauvegardé cet amour de la culture? Alors je crois qu'il avait des grands projets il allait à l'école. Et il avait énormément envie d'apprendre, enfin il avait une appétence. Hein, c'est ça, c'est ça. Je n'ai pas bien compris d'où ça venait et qui a été barré par ce mariage, et c'était ça qui a été insupportable, c'est que le père l'a retiré de l'école, et ça a été une grande blessure. Voilà. Ah oui, mais sans doute ce mariage lui déplaisait parce qu'il était obligé de quitter l'école. Exact, mais de toute façon il le formule comme ça, il l'a toujours dit et écrit, parce que ça l'a obligé à abandonner l'école. Donc je crois qu'il gardait l'école à une place. Ah bah oui, en effet, oui. Ah oui. Ah oui, moi ça me donne beaucoup à réfléchir. Oui, mais c'est intéressant. Oui, il y a beaucoup de similitudes. Mais je pense que si on prend un migrant qui a eu déjà cette appétence à sa propre culture, qui a eu le temps avant d'être complètement détruit par les bombes, les tortures et les déplacements trop tôt, je pense qu'on trouve des similitudes dans toutes les histoires. C'est-à-dire qu'il faut déjà avoir acquis la possibilité de s'inscrire quelque part dans sa propre culture ou dans quelque chose qu'on trouve à la maison. Là, je vais faire une parenthèse parce que ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est que mes parents étant à l'époque où j'ai voulu connaître des Arméniens penseurs, puisqu'il fallait que je trouve un traducteur. Moi, j'étais d'une famille où mes parents n'avaient presque pas été à l'école, c'était des artisans. Bien, mais avec tout le travail d'intériorisation, le travail analytique que j'ai pu faire, j'ai compris qu'en réalité, mes parents étaient porteurs d'une grande culture, que ça se voyait dans leur façon de vivre, dans leurs gestes, simplement, elle n'était pas passée par l'école. Donc, s'il y a au départ un terreau culturel, et on arrive à survivre aux différentes tribulations, aux meurtres, au génocide, il y a des similitudes dans les histoires. Mais il faut les deux facteurs. Il faut que ce terreau culturel puisse être ressenti par l'enfant. Et c'est évident que s'il aimait l'école, il est sauvé. Il en parle beaucoup, vraiment, l'école. Il en a beaucoup voulu. Le mariage, c'est pas tant le mariage précoce que la rupture avec l'école. Ah oui, je comprends mieux. Et pourquoi on sait pourquoi le père voulait le marier si vite? Il m'a pas dit, il m'a dit que c'était dans la tradition. Il faut se marier à cet âge-là. Voilà, donc comme quoi, il n'y a pas que les mariages forcés chez les jeunes filles, c'est aussi chez les jeunes garçons. Oui, c'est la première fois que j'en entends parler. Alors moi, je voulais te poser une question peut-être plus personnelle, mais là, visiblement, ce récit, pour Reza, il a un destinataire très clair. Il dit, c'est pour mon fils. Il saura quelque chose de l'histoire de son père quand il sera en mesure de le lire. Donc je pense qu'il ne le mettra pas dans un tiroir et il va le donner.
je ne sais pas comment le fils pourra lire ces choses très cruelles, enfin tout ce qu'on rencontre. Peut-être qu'il aura des réactions qui ne seront pas si loin des tiennes. Hein. Moi, je me suis quand même demandé si ce père, au fond, il n'écrivait pas quand même à sa fille et à ses descendants, même ce manuscrit dans le tiroir. Est-ce qu'on n'écrit pas Je toujours? ne crois pas. Non. Je ne crois pas. Je pense que... Enfin, c'est difficile d'entrer dans le psychisme de quelqu'un qu'on connaît très peu. Parce que dans le texte qu'on lit, on voit, c'est un garçon, on voit son caractère. C'est-à-dire que c'est un garçon, d'abord, qui a pour sa mère, parce que le père a été assassiné, le jeune frère est parti dans une autre tribu. On voit qu'il éprouve vis-à-vis de sa mère un immense respect, et qu'en réalité, il se sauve du génocide pour sauver sa mère. Et alors ça, c'est le lien que j'ai voulu faire avec l'histoire de Reza. C'est-à-dire qu'il est obligé de reprendre le lien avec son fils pour rester lui-même en vie. C'est-à-dire que c'est souvent par rapport à quelqu'un de la lignée qu'on veut sauver, qu'on reste en vie. Donc ça, c'est identique. Mais pour revenir à mon père, oui, je disais que je vois bien le caractère, un garçon très respectueux de sa mère, qui, quand elle a le typhus, c'est lui qui arrive à la sauver, alors qu'il n'a 14 ans, il va à Raqqa tout seul, enfin bon, bref, il trouve les choses. Et puis c'est lui qui se débrouille, qui devient chef de famille. Bon, mais mon père réel, enfin, celui que j'ai connu, était un personnage prestigieux à mes yeux. Je peux dire qu'il avait certains traits de caractère, mais en lisant son texte, je me dirais qu'il l'a écrit pour ne plus y penser. C'est-à-dire que c'est là, je ne veux plus y penser. Alors, qu'est-ce qu'il disait après le c'est là? C'est là. Il ne l'a pas jeté. Ma mère ne l'a pas jeté. C'est là. Et donc, il fallait que je fasse tout ce travail de publication au sens de publier au monde, de le rendre visible. D'une certaine façon, on peut dire que dans l'histoire de Reza, ce périple pour rendre visible un texte lui a été facilité. Parce qu'il aurait rencontré en quelque sorte l'équivalent de l'école qui le promouvait aussi en lui en tant que témoin. Ça, c'est différent. Alors on peut se demander pourquoi. Disons que à notre époque, les migrants, c'est une réalité mondiale. Donc il y a des institutions, des associations qui existent pour les soutenir, pour les défendre, etc. Enfin, ils occupent une position politique. Je pense qu'à l'arrivée de mes parents en 1920, ma mère est arrivée, elle avait 5 ans. Non, elle avait donc 11 ans et mon père 19-20 ans. Voilà. Ils étaient là, on les avait embauchés pour travailler, ils avaient des contrats de travail, mais ce n'était pas un fait social. C'est peut-être à cause de ça. Parce que les migrants actuellement font partie de toute l'histoire occidentale. L'Occident ayant été à l'origine, ayant tiré ses bénéfices à l'origine de la pauvreté d'une autre partie du globe, ben, il est normal que cette autre partie du globe veuille venir ici, puisque là-bas c'est infernal. Ça ne se présentait pas comme ça à l'époque de mes parents. Enfin, un sociologue, historien ou politologue pourrait mieux voir la différence. Et pourtant, tu n'es pas du tout optimiste. Hein. Non, mais je ne suis pas optimiste à cause de l'école, à cause de la détérioration de l'école. Parce que je vois bien combien c'est l'école qui m'a formée.
J'ai même écrit un texte toujours au temps moderne, d'ailleurs je vais dire quelque chose là, qui s'appelle l'école mère adoptive, l'institution scolaire mère adoptive des sinistrés. Alors, je vais quand même revenir un peu en arrière. Quand j'ai lu le livre de Carzou, et j'ai dit, mais voilà, c'est ce qui se passe, je comprends ce qui se passe à la maison. Et à ce moment-là, j'ai voulu écrire quelque chose. Mais moi, je n'ai jamais été ni psychanalyste, ni universitaire, ni rien. J'étais prof d'allemand dans un lycée, donc je n'avais pas de relation. Je ne savais même pas que si j'écrivais, je pouvais être publiée. Mais j'ai d'abord apporté mon texte à Madame Termination, c'est toujours le même instinct chez moi, je l'apporte à quelqu'un qui est dans l'institution universitaire ou scolaire. Je l'ai apporté à elle, enfin l'ébauche du texte, ainsi qu'à 2 personnes qui étaient des hommes. Je dis ça parce que les hommes ne m'ont pas répondu. Et elle m'a répondu, elle m'a dit, oui, elle m'a dit c'est intéressant, vous devriez l'envoyer au temps moderne. Et comme vous devez être un peu féministe, envoyez-le à Simone de Beauvoir avec une lettre. Alors, vous voyez, Simone de Beauvoir, institution, l'école. Pour moi, Simone de Beauvoir, c'était l'image de mes institutrices. J'aurais tellement voulu avoir une mère qui s'occupe de culture plutôt que d'avoir une mère devant la machine à coudre. Bon, eh bien, j'ai été accueillie. C'est-à-dire que ce texte, je me rappelle, il se trouve dans tous mes livres, je l'ai envoyé au mois de 25 juin, je crois un certain 25 juin. Le 8 juillet, j'ai reçu une réponse par le téléphone de Jean Pouillon. Donc, pour moi, ça représente l'école. Alors, pourquoi mon texte a été accueilli? Si je relis la lettre que j'ai écrite à l'époque, je devais avoir 40 ans, quelque chose comme ça. Ben voilà, c'est un français agréable, adroit. C'est-à-dire que on voit bien que j'ai épousé les valeurs de l'école. Donc elle se retrouve avec une personne, puis alors je l'ai un peu flattée, quoi. Je lui ai dit que les femmes, elles défendent. Enfin, j'ai dû dire quelque chose du style que les migrants, enfin, ou les survivants qui n'ont pas de langage pour s'exprimer, ressemblent un peu aux femmes qui n'ont pas accédé au langage qu'elles défendent. Donc j'ai fait mon petit micmac et j'ai été acceptée. Et ça, pour moi, c'est l'école. Or, je ne sens pas ça avec tous les mouvements woke là et tout ça. Je ne sens pas du tout ça dans les universités ou à l'école. Et puis aussi, peut-être le contexte politique en Europe, et avec l'arrivée de l'extrême droite et les discours quand même qui circulent et qui infusent dans les têtes tous ces discours idéologiques, et on ne peut peut-être pas penser que l'air est très favorable à l'accueil des migrants. Non, mais parce que... Je ne sais pas comment c'était en 17 en France. Non, mais dans un de mes livres, dans le dernier justement, je cite un journal marseillais de l'époque qui dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est que tous ces Arméniens qui arrivent, ils amènent le choléra, la peste, il n'est pas content du tout, il faut les refouler. Il y avait aussi ça, moi j'ai pas connu la xénophobie, mais elle existait. Ça, l'Arménien, tête de chien ou je sais pas quoi, il y avait un truc comme ça. Oui, je pense que... Non, mais le problème, c'est-à-dire que les Arméniens, ils ont la chance, entre guillemets, d'avoir été chrétiens, puisqu'ils s'ennoblissent, enfin, ils se glorifient même d'être le premier État chrétien du monde au IVe siècle, je crois, au Ve siècle. Bon. Alors évidemment, ça ne crée pas de clivage avec la religion catholique ou protestante, etc. Moi qui ai épousé un Français, à dessein d'ailleurs, je ne voulais pas épouser un Arménien avec tout ce malheur du monde, donc il fallait essayer de créer une rupture. J'ai été mariée à l'église arménienne, le mari français ne s'y est pas opposé.
Donc je pense que cette séparation religieuse existe maintenant avec le monde musulman, qui n'existait pas à l'époque pour les Arméniens. Ça doit jouer aussi beaucoup. On le voit avec les Ukrainiens. Comment? On le voit avec les Ukrainiens. Ben, évidemment, on le voit. Les Ukrainiens L'accueil. sont très bien accueillis, oui, oui, oui. Bon. Oh, plein de choses riches. Alors, d'abord, on va faire. Bon, c'est bon. Par contre, toi, tu as souvent une question ou deux à redire. Là, je me disais, on est quand même rentré dans le détail de pas mal de choses. Après, je sais pas si on a vraiment cité, parce que Christine, en écrivant la note du film, comme la note d'intention, parlait pas mal du silence des pères. Et c'était le silence de ne pas raconter leur histoire à la famille ou à autre. Oui. Et c'est un silence peut-être empreint de culpabilité, de souffrance, Donc je sais pas si toi tu veux dire un mot là-dessus ou... Oui, alors je l'ai dit indirectement, c'est-à-dire que ils ne parlaient pas, ils parlaient de la chose en question, mais entre eux. Et je pense que pour eux, l'enfant appartenait à un autre monde. Ça servait à rien de lui en parler. C'est pas... Est-ce que c'est la même chose que le silence, par exemple? Parce que moi, j'ai rencontré, par exemple, des groupes de travail qui s'occupaient du silence en Amérique latine. Alors voilà. C'est-à-dire que le silence dans les pays où la persécution existe, par exemple, il y a, s'explique parce que si on parle, on risque d'aller en prison. Or, c'était pas la même chose en France. On risque, si l'enfant sait qu'il est arménien, que son père est survivant, il risque pas sa vie. Mais je pense, par exemple, que les Arméniens qui ont été islamisés en Turquie pour sauver leur vie, si ça se trouve, eux ne disent pas à leurs enfants qu'ils sont d'origine arménienne. Parce que, ou ils le disent en secret, qu'il ne faut pas le dire, ne le dit surtout pas. C'est-à-dire que le silence est là si on est dans un pays qui réprime cette origine. Effectivement. Or, ce n'était pas le cas. Ça peut être le cas pour Reza, je pense, qu'il y a quelque chose, Reza ou d'autres que j'ai interviewés. Ben oui, puisque tu dis que l'ethnie à laquelle il appartient est toujours menacée dans les pays, que ce soit au Pakistan ou en Afghanistan. Tout à fait. Et si ça se trouve, s'il rencontre quelqu'un d'autre de son pays là, qui n'aime pas les Rezas, oui, absolument. Ça, je l'ai beaucoup dans mes interviews entendu. C'est d'être sur ses gardes, parce que l'autre du même pays peut être l'ennemi. Et donc, je pense que ça participe d'une forme de silencier, enfin de silencier l'histoire, l'histoire de persécution. Oui, c'est pour ça que moi je suis... C'est vrai que ton exemple avec l'Amérique latine est intéressant, parce qu'effectivement... Ah ben oui. Mais moi je suis très inquiète de la prolifération des Turcs pro-Erdogan en Occident. Parce qu'on a bien vu récemment, je crois que Erdogan parlait aux Turcs de la diaspora turque en les montant contre les Arméniens. Donc si ça se trouve, si je vivais entouré de Turcs, de migrants turcs, je déménagerais. Alors, je vais juste terminer avec une anecdote que m'a racontée la personne de la CIMAD, qui a concerné d'ailleurs des patients à moi qui avaient été très maltraités, torturés dans leur pays, la Guinée, le Gabon, quand elle devait recueillir les récits, parce elle les aidait, puisqu'ils allaient aller à l'Oufpra, il fallait qu'ils racontent dans le détail. Comme ton père, on aurait pu demander la même chose à ton père. C'est-à-dire le même récit, qu'il le raconte en détail. Ces patients restaient silencieux si dans le bureau à côté, dans la même pièce, il y avait d'autres patients africains. Ils ne disaient rien. Et quand ça changeait, elle donne l'exemple que sont rentrés des Tchétchènes, là, elle a pu recueillir le récit. Donc, voilà. Ah bah oui. Donc c'est pour illustrer tout ce que tu oui.
à propos des silences. Hein, un récit impossible si l'espace n'est pas sécurisé. Alors, je dois dire quelque chose à propos des Turcs. Parce que, évidemment, les Turcs ne sont pas tous négationnistes. Et quelque chose que j'aurais pu dire à propos du texte de mon père, c'est que une historienne, donc encore une fois l'école intervient, m'a dit, mais dans le fond, un jour, elle m'a dit, mais tu n'as jamais vraiment lu ton père dans son texte, c'est-à-dire en turc. C'est embêtant, tu ne l'as lu qu'en français. Alors je me suis dit, oui, ça c'est vrai. Et un jour, pour terminer l'histoire du récit, je me suis adressée à l'INALCO pour le faire enregistrer institutionnellement par un Turc qui l'aurait lu. Et bizarrement, le département arménien ne m'a pas répondu. C'est le département turc qui m'a répondu. Et donc, un Turc, alors justement, il était le 30 septembre à la BNF et je l'ai interpellé, parce qu'il était là. C'est lui qui a lu le texte de mon père. Et ce qui est surprenant, c'est que quand je l'ai entendu en turc, ben, j'ai retrouvé ma connaissance bizarre, je comprends le turc. Je trouve même que, ben, dans le fond, ça ne peut pas être bien traduit, quoi. C'est pas comme ça, en turc, c'est nettement mieux. Tu vois, mais bien évidemment, le département turc qui a fait ce travail, c'est un acte politique. Donc, il y a Turc et Turc, voilà. Sauf ceux qui sont pro-Erdogan. Alors, il paraît qu'Erdogan, il ne va pas rester. Moi, je veux bien. Mais il paraît qu'il ne va pas survivre aux élections. Enfin, il faut être optimiste. Je ne sais pas, j'en sais rien. C'est vrai que pour tous ces demandeurs d'asile, hein, que ce soit Reza, on se dit à quel moment, il y a dans leur horizon à moyen ou long terme, il y aura quelque chose un retour possible, renouer avec leur culture. Ben oui. Et là, j'ai eu quand même l'impression qu'il est très préoccupé. Enfin, sa première, c'est pas une obsession, mais sa première but, c'est de transmettre la culture et partager le patrimoine français, comme tu l'as bien écrit. Je ne sais pas ce qu'il va faire de son propre patrimoine, comme Hazara. Mais ça vient, parce qu'à partir du moment où ça vient. Mais alors, je reviens à ce que tu m'as dit. Donc, il travaille au Langso en tant que traducteur. En fait, il a fait le diplôme que Marie-Caroline Saglio a proposé pour les migrants. Oui. Au départ, elle prenait que des gens qui avaient le niveau bac. Et je lui ai écrit un petit mot pour qu'elle le reçoive. Et elle l'a accepté, même s'il avait arrêté ses études. Parce qu'il est, je pense, très doué, qu'il passait beaucoup de langues. Et il a une carte d'étudiant. Et il a eu le diplôme de médiateur qu'elle a mis en place à l'INALCO. Ah, c'est bien. Et alors, il vient de l'endroit, de temps en temps, il fait le voyage, comment il fait? Il a été pendant, en plus ça a été le confinement, mais il a été à la fac, à l'INALCO, j'ai pas pu assister au cours, j'aurais bien aimé avoir le contenu. Ah, c'est-à-dire qu'il a fait la formation. Il a fait la formation diplômante de l'université, de l'INALCO. Alors, donc, pour faire quelle langue, de quelle langue? Donc à partir de toutes les langues qu'il connaît, c'est-à-dire entre le dari, le farsi... c'est formidable. Oui, c'est-à-dire la langue, voilà, toutes les langues... C'est-à-dire qu'il exploite positivement ses tribulations. C'est très intelligent, ça. C'est très intelligent. Ça prouve justement un rapport à la culture, c'est-à-dire à l'exploitation, à la fécondation. De toute façon, avec un père comme ça, le fils ira loin. On peut espérer, et ça peut être le mot de la fin. On va juste faire un petit son seul, donc on reste juste assis en silence pendant 15 secondes. Voilà, c'est pour le montage.